l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 12 d'Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans quelques instants, on va débattre autour de cette question, Vern Cotter ou Franck Azema, qui a été ou qui est le meilleur entraîneur à l'ASM. Pour en parler, nous avons réuni trois spécialistes du ballon ovale, Valérie Lefort, Christophe Buron et Charles Vigier. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors dans cette émission, nous ferons également un focus sur la nouvelle désillusion du 15 de France battue samedi soir par les Fidji, défaite historique pour les Bleus. Nous évoquerons la performance des Clermontois et nous reviendrons également dans cette partie sur la victoire bonifiée de l'ASM face à Lyon ce dimanche, victoire 31-11, et vous retrouverez bien entendu vos rendez-vous habituels, les top flops ainsi que le quiz en fin d'émission. On va commencer justement ce podcast Ici Montferrand par les trois infos essentielles ou pas. Alors commençons par la très bonne nouvelle de ce dimanche soir, la Brivadoise, ancienne joueuse de l'ASM Romagna, Jessie Trémoulière, qui a été désignée ce dimanche meilleure joueuse de l'année lors des World Rugby Awards. C'était à Monaco. C'est la première joueuse française à obtenir cette distinction. Une très belle récompense, Charles, pour Jessie. Oui, d'autant plus qu'elle n'a pas fait partie de cette équipe victorieuse de la Nouvelle-Zélande et ça aurait été dommage qu'elle puisse pas bénéficier un peu de... Les votes ont été faits avant, je crois. Oui, voilà. Donc bon, mais c'est logique. Ce qui est marquant, je trouve, là-dedans, c'est que on connaissait Jessie, nous, parce qu'on la voyait régulièrement, mais c'est que les Françaises sont des superbes athlètes. Au-delà de l'aspect rugby, le rugby féminin est, je trouve, extrêmement agréable à regarder parce qu'on a aujourd'hui de très très belles athlètes quoi, en termes de vitesse. La technique individuelle, on le savait, mais la vitesse de jeu, les impacts sont quand même vraiment pour le coup cathodiques. Quand on le regarde à la télévision, quand on va dans un stade, c'est agréable à regarder. Et Jessie, elle a ce profil de la joueuse moderne, de l'athlète moderne qui est justement récompensé. Et elle a un truc en plus que les autres n'ont pas, elle a un pied presque de garçon, voilà, c'est extraordinaire. Et elle a aussi pour elle d'avoir brillé autant à 7 qu'à 15, donc ça a peut-être été un peu pesé aussi dans la décision, dans les votes. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour la Brivadoise. Autre info, alors c'est désormais officiel, Liberty Raka va obtenir la nationalité française. Le décret a été publié au journal officiel daté du 10 novembre, donc il pourra ainsi postuler et espérer être appelé en équipe de France. Il peut aussi jouer pour les Fidji encore. Aussi. S'il a regardé le match samedi, il peut peut-être encore faire marche arrière. Il peut hésiter. Parce qu'on sait que Bernard Laporte avait annoncé que pour être appelé en équipe de France, il fallait avoir le passeport français. Ou peut-être que le débat va se porter ailleurs. Peut-être que cette défaite contre les Fidji va justement interpeller les Français sur la nécessité de ne plus... il peut y avoir un changement de cap politique, en effet. Ouais. Et peut-être qu'on n'appellera pas Raka pour cette raison-là. Ce qui est certain, c'est qu'il va faire la Coupe du Monde d'une façon ou d'une autre la prochaine avec les Fidji ou avec la France. Hein. Ça serait quand même dommageable qu'un garçon comme ça puisse pas faire la Coupe du Monde. Quand tu vois le vivier des ailiers aux Fidji, c'est juste hallucinant. Ils ont battu la France sans Nagusa, sans Nadolo. Il leur manquait aussi Bota. Sans Vaizea. Il y a plein d'autres postes. Hein, attention. Botia. Quand on voit l'équipe qu'ils ont montée localement, la franchise, la Fijienne Droit, qui joue le NRC australien, ils ont gagné le championnat, ils ont marché sur un peu tout le monde, haut la main, et à tous les postes, il y a des joueurs de haut niveau. Donc, le problème est effectivement, est-ce qu'on doit appeler Raka ensuite? Est-ce qu'on doit ouvrir la porte à ça? Je ne suis pas certain que ce soit aujourd'hui dans la politique du moment de faire appel à des étrangers. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux aussi retourner le problème, c'est que ce garçon vit en France. Il a demandé la nationalité française. Il est en couple avec une Française avec qui... Oui, non, mais ça, il peut... Donc voilà, je ne vois pas pourquoi... Il a des arguments, mais tu envoies un mauvais signal quand même à tous les jeunes. Tout dépendra de ce que la Fédé, la décision. Parce que c'est l'équipe de France qui a dans les écoles de rugby et qui peuvent... Je te rappellerai, Charles et Manu, en tant que bons Corésiens, s'en souviendront, qu'il y a 30 ans, on avait déjà un dénommé Yashvili. Il était d'origine géorgienne et le père et le fils ont fait les bonheurs du rugby français. Dimitri Yashvili, il était et le père sont nés en France, c'est pas pareil quand même, c'est pas la même génération. Le problème de manière globale, c'est que tu as une question politique pour le rugby français, puis tu as une question politique au global, c'est l'intégration des étrangers dans notre pays. Là, on a un garçon, c'est vrai, qui
est très bien intégré, qui vit avec une Française, qui paye ses impôts en France. Non, puis qui a un passeport français. Voilà. Dans ce cas-là, on ne va pas décréter qu'il y a des passeports à 2 niveaux. Des passeports qui permettent de jouer dans une équipe nationale et des passeports qui ne permettent pas. Tu as le passeport, tu peux jouer, point. Non, mais administrativement, il peut en effet jouer. Après, c'est un problème déontologique. Est-ce que par rapport aux jeunes Français qui sont dans les centres de formation... Ça pourra faire l'objet de notre débat dans une prochaine émission. Avançons avec cette troisième info. Alors, c'est tombé la semaine passée. La Ligue nationale de rugby l'a annoncé jeudi. L'ASM a été retenue justement par la LNR pour disputer un match caritatif au Japon, quelques mois de la Coupe du Monde. Donc, les Clermontois vont s'envoler pour le Japon. Ce sera en février, donc pour affronter une sélection de joueurs japonais. Or, Franck Azema, qui avait prévu, comme chaque année, et comme on en a pris l'habitude depuis quelques saisons, de chercher un stage pendant cette période, du coup, voilà, le point de chute est tout trouvé. Le président de Clermont est content, ça va lui faire des économies. Il n'a plus besoin de... Oui, mais je crois que, ça paraît tomber comme un cheveu sur la soupe, mais je crois souvenir qu'Éric de Cromière m'avait dit en 2017, au moment juste après le titre, il voulait y aller au Japon. Donc est-ce que c'est pas déjà un truc qui était dans les tuyaux depuis c'est quelque chose qui était prévu avec leur sponsor. Là, c'était une opération via Michelin. Enfin, il y avait eu un truc, en effet, par rapport au Japon qu'ils avaient finalement annulé, pour l'été dernier. Être morte. Et là, non, ça, c'est la Ligue qui a... je pense qu'il y a une ouverture vers un nouveau marché aussi. Oui, c'est une opération de marketing, là, et tout. Le rugby, alors peut-être que c'est le focus de la Coupe du Monde qui veut ça, mais les stades japonais sont en train de se remplir très sérieusement, quand même, par rapport à ce qu'on a pu connaître où avant, on jouait devant 2000 personnes au mieux. Là, on joue plus devant 10, 15, 20 000 personnes. Donc, il y a sans doute un marché qui va se développer, et intéressant pour l'ASM de faire du marketing et du business dans cette zone-là. Et donc les Clermontois qui s'envoleront qui resteront une semaine sur place avant ce match, qui se disputera le 2 février dans la région de Nagoya. Oui, c'est pas forcément inintéressant de poser des jalons là-bas, sachant qu'il y a aujourd'hui de très bons joueurs australiens, néo-zélandais, sud-africains qui passent par le Japon. Toyava qui venait directement. Dernier exemple, qui venait du Japon. Parce que c'est un championnat qui est quand même pas très... qui mange pas beaucoup d'énergie, il y a une douzaine de matchs dans l'année, les joueurs préfèrent là-bas, ils sont très bien payés, donc il y a aussi des opportunités pour ceux qui veulent ensuite se frotter au championnat européen. Donc ils seront sans leurs internationaux qui eux disputeront le tournoi des 6 nations. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure du débat avec cette question. Entre Vern Cotter et Franck Azema, qui a été le meilleur entraîneur à l'ASM? On pose cette question à quelques jours du déplacement de Clermont du côté de Montpellier. Ce sera samedi et l'ASM qui va recroiser la route de son ancien coach, Vern Cotter. Charles, quel est ton point de vue? Moi, je suis plutôt Cotter, non pas que j'aime pas Franck Azema, qui est un garçon compétent au-delà d'être sympathique, mais je donne la prime à la construction. C'est-à-dire que quand Vern Cotter est arrivé, l'ASM, c'était pas un champ de ruines, on va pas aller jusque-là, mais c'était quand même une situation qui était complexe. On n'était pas sur la route du très très haut niveau ou de la haute performance, et on a vu un changement mais radical en un été. J'ai le souvenir très marquant de ce premier match de l'Air Cotter à Biarritz qui était à ce moment-là une équipe plutôt du haut du panier. Où on se disait Clermont va prendre champion de France. Champion de France. Clermont va en prendre 40 sur la première journée. Et Clermont, à ce moment-là, propose un jeu mais qu'on n'avait jamais vu. Au-delà même de Clermont, c'était un jeu qu'on n'avait jamais vu en France. Et ils gagnent ce match-là et ça enchaîne. Ils font finale derrière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, double finale. Challenge et top 14. Mais au-delà du jeu, c'était déjà les joueurs étaient passés dans une dimension athlétique et physique déjà différente. C'est ça. Non, mais il y a eu l'été. C'est l'été qui l'a amené, qui a été phénoménal. Comme a dit Pierre Ménouille il n'y a pas longtemps dans nos colonnes, il a été odieux. Lui, il a un peu imité la même chose quand il est arrivé à Lyon. Il les a foutus au boulot, tout simplement. Il a fait le ménage, comme tu dis, dans la maison. Ça, c'est dur. Mine de rien, il a construit les fondations. C'est vrai. Justement, qu'est-ce qui est le plus dur, messieurs? Est-ce que c'est de partir d'une feuille blanche comme l'a fait Vern Cotter quand il est arrivé en professionnalisant le club, ou est-ce que le plus compliqué, c'est de passer justement après quelqu'un qui a globalement réussi, ce qui est le cas aujourd'hui de Franck Azema, de passer derrière Vern Cotter? Je pense que les deux situations ont leurs contraintes. Alors partir d'une page blanche dans un club comme ici, où quand il arrive les 2-3 années d'avant, franchement, c'était le foutoir. Donc il est arrivé, il a imposé ses méthodes, son caractère, il a pu travailler. Rien ne dit qu'Azema n'aurait pas réussi à le faire aussi. Il était peut-être un peu jeune pour l'époque, mais aujourd'hui, s'il se passait la même chose à Clermont, je ne suis pas sûr qu'il n'y arriverait pas. Donc non, je pense que les deux... Moi, je ne veux pas les opposer. Je trouve que je sais à Cotter d'avoir réussi à mettre le club là où il est aujourd'hui.
Et quand Franck a pris la suite, on se posait la question de savoir si ça allait perdurer, c'est le cas. Et puis aussi sur la qualité du jeu, parce que ça, faut pas l'oublier. Donc on en parle de Cotter justement, quand on voit ce qui se fait à Montpellier avec un effectif qui n'est pas forcément en adéquation avec le jeu qu'il veut mettre en place, c'est un peu pénible à suivre et à regarder. Je préfère 100 fois regarder Clermont, et aussi bien sous Cotter que sous Azéma. Je crois que c'est difficile à comparer les deux. En effet, il y a eu deux époques différentes. Le championnat a évolué, la concurrence a évolué. Elle n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Cotter, en effet, il a fallu qu'il soit bâtisseur, quoi. Il a fallu qu'il fasse, qu'il rase tout et qu'il reconstruise tout. Après, moi, si je devais aller comparer, je donnerais un avantage à Franck Azéma sur un point essentiel, peut-être, parce qu'on dit qu'elle a été le meilleur entraîneur, mais il ne faut pas oublier que Franck Azéma n'a pas fini son parcours. Effectivement. Son aventure avec Clermont. Si on regarde bien en termes de palmarès, les deux sont équivalents. Hein. C'est 4 défaites en finale et une victoire pour Cotter. Et rien ne dit qu'en fin de saison, Azéma ne va pas égaliser sur le change européen. Il y a 2 victoires pour Cotter. Il y a 3 défaites et une victoire pour Azéma. Donc les palmarès sont à peu près identiques. Alors qu'ils sont pas restés. Ils ont presque perdu le même nombre de finales. Mais je mettrais un petit bémol entre les deux, c'est que je pense qu'Azéma est peut-être plus adapté aujourd'hui pour préparer un match, une finale de l'ASM. Et je trouve que c'est un peu le tendon d'Achille de notre ami Verne Cotter. Notamment avec cette finale. Alors, oui. Il n'était pas sur le terrain, il n'est pas entièrement responsable. Mais de toutes les finales qu'on a vécues là, depuis 2006, je trouve que 2013, qui est vraiment à Dublin, était la finale imperdable. Et quand j'ai revu Montpellier en finale avec Cotter à sa tête, bien sûr, l'été dernier, là, contre Castres, j'ai vraiment cru revoir un espèce de remake des finales montferrandaises de la grande époque avec Cotter. C'est-à-dire une équipe incapable de se hisser à son niveau à 100%. Je pense par contre que là où Cotter est meilleur qu'Azéma sur son parcours avec l'ASM, c'est sur une certaine régularité malgré tout dans la performance. J'enlève le problème des finales. Hein. On prend chaque finale de l'ASM a été suivie d'un parcours pas forcément brillant, mais au moins avec une qualification en demi-finale sous l'ère Cotter. Il y a quand même eu l'après 2017 pour Azéma avec des éléments de gestion où lui-même a reconnu qu'il a fait des fautes, où il n'a pas été forcément pertinent dans certains choix. Le stage à Ibiza où on fait la fête pour fêter le titre. Et derrière, l'équipe a eu du mal à retomber sur les pieds. C'est un problème qui est essentiellement managérial. Quand même. Et ça, Cotter n'a pas connu. Oui, si, ils ont tous des problèmes de façon de gérer les groupes à un moment ou à un autre. À un moment, les gars, sous Cotter, ils en avaient marre parce qu'à force de serrer la vis et de serrer le kiki, ça a failli péter plusieurs fois. Et il a changé son managérial, sa façon de se comporter avec les mecs. Il a été intelligent, il leur a laissé un peu plus de latitude. Voilà, chaque coach, à un moment, le sent. Mais peut-être que c'est lié au fait qu'Azéma ait moins de bouteilles que Cotter à un certain moment, notamment dans la façon d'appréhender un titre. Voilà. Après, là où Azéma est pour moi meilleur que Cotter, c'est sur la régularité du recrutement, où il y a eu des erreurs sous Cotter, qui étaient des joueurs voulus par Cotter, qui ont fait des vrais flops, ou qui n'ont pas apporté un plus pour l'ASM, là où Azéma, quand même, la plupart des recrutements, qui ont été accompagnés un temps par Jean-Marc Lermé, mais qui maintenant sont faits en son nom propre, sont quand même globalement plus pertinents, où les joueurs, il n'y a pas de gros ratés. Quoi. Moi, je mettrais une longueur d'avance en termes de management à Franck Azéma. Oui, je suis d'accord. Verne Cotter, il avait quand même un défaut, c'est qu'il avait ses hommes à lui. Il s'appuyait sur eux quoi qu'il arrive et sans trop tenir compte des états de forme, de ce genre de trucs. Et dans le management, je pense que Franck Azéma est beaucoup plus ouvert. Il va être sur le turnover, il est meilleur. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, je pense que Cotter était plus l'entraîneur. Il a bâti une équipe. Alors que j'ai l'impression que Franck bâtit un club. Il est ouvert la semaine dernière pour le match contre La Rochelle pour les espoirs. Il y était, il suit, il s'intéresse, il fait confiance aux jeunes. Ils sont là, il les intègre. Et je pense qu'il a une vision globale. Il en parle souvent en plus. Il fait souvent c'est pas fin chez lui. C'est quelque chose de naturel. Et il a une perception de l'entité club qui est à mon avis plus marquée. Oui, mais grâce aussi au travail fait en amont sur ce qu'est l'identité club, la structuration. Aussi, c'est pour ça que les deux sont pas opposables. Est-ce qu'en 2017 au printemps, avant les demi-finales, Verne Cotter aurait lancé Ituria, Cancorier, Penaud pour jouer les phases finales? Sûrement pas.
Sûrement. J'en suis pas sûr. Non, mais j'en suis pas sûr. On peut dire que c'est certain que non. Donc là, quand même, ce pari, il y a plus de prise de risque et il y a une communication qui est plus percutante et plus efficace, je dirais, de la part d'Azema. Il n'empêche qu'il y a quand même deux points noirs dans son bilan. C'est la saison 2017-2018. C'est vrai que Cotter, il l'a pas connu celle-là. Et il y a l'élimination en Champions Cup en 2016 en phase de groupe. Voilà, mais bon, ça Cotter l'a pas connu. Donc, si, attends, les premières Champions Cup, enfin, on appelait ça la H-Cup à l'époque. La première. Ah, pas que la première, attends, 2007, 2008, 2009, il la joue pour faire tourner l'effectif. C'était surtout le championnat. C'était pas la priorité. Tant qu'il n'a pas gagné le Brennus, la Coupe d'Europe, c'était vraiment secondaire à l'ASM avec Cotter. Et justement, Charles parle de la saison passée côté ASM, sur le fait, voilà, l'ASM pas qualifié. Est-ce que le top 14 aujourd'hui est plus difficile que le top 14 de l'époque? Incontestablement. Il y a 10 ans, Cotter, il arrive, il y a 2-3 clubs qui règnent sur la planète du top 14, c'est Biarritz, Paris et Toulouse. Voilà, c'est tout. Et tu recevais Dax, Auch ou ces clubs-là, tu leur mettais 80 points. Mont-de-Marsan, 80 points ici. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équipes qui prennent 80 points. Non. Et c'est pas du tout la même adversité. Oui, mais par contre, attention, il y avait, comme tu l'as dit, une hégémonie. C'est-à-dire que tu savais à peu près d'année en année, sur une période de 4-5 ans, tu savais exactement qui allait être dans les 4. Tu avais Paris, tu avais Toulouse, tu avais Biarritz, tu avais Perpignan. Ça tournait sur 4-5 clubs. Et Clermont n'était pas invité dans ces clubs-là depuis 2-3 ans. Et il a renversé la table quand même par rapport à ça. Moi, je pense que, j'en reviens au problème de gestion des finales. Je reprocherais un peu à Cotter d'avoir toujours considéré que quand arrivait la finale, il estimait que c'était un match comme les autres. Et là, dans le rugby français, c'est pas possible. Toute l'histoire montre que quand on prépare une finale du championnat de France, c'est pas un match comme les autres pour les clubs. Il faut qu'il y ait un truc qui soit différent dans la préparation, dans la gestion. Et ça, Vern Cotter, il a mis un moment à le comprendre. Parce que le rugby français est singulier. Parce qu'avant d'arriver à Clermont, il joue 3 finales. 2 avec les Crusaders et 1 avec Bay of Plenty. Il les gagne toutes les 3. Il fait du 100%. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout la même approche, effectivement. Mais alors, Azema a connu aussi des échecs dans ses préparations de finale, mais il a appris de ses échecs. Ce que peut-être pas fait effectivement Vern Cotter, mais les finales 2015, il met les joueurs dans un scaphandre. Il veut absolument les couper de tout. En quelle année En 2015, les 2 finales de 2015, où il les enferme au Chambon-sur-Lignon, où il faut parler à personne. Non, mais là, il a un peu ce défaut-là, de Franck Azema. Mais il est sorti de ça. Lui-même, à ce moment-là, il a dit je dois faire autrement. Mais c'est ce qu'il a fait d'ailleurs en 2017. Il s'est ouvert plus. Il a plus essayé de profiter d'une énergie positive. Dans ces finales, la seule tâche pour moi de Franck Azema, c'est la finale contre le Stade Français en championnat. Mais c'est celle-là où il s'enferme. Parce que celle qui a lieu 15 jours avant en Champions Cup contre Toulon, revois le match, Toulon est plus fort. Il n'y a pas photo. T'as le droit de tomber sur l'équipe plus forte. Tout comme Édimbourg en 2017. Tu t'es ramassé contre Saracens. Ces 2 finales-là, tu peux pas un mur et tu peux pas les gagner parce que l'adversaire est plus fort. Là, il a été très bon, j'ai trouvé. En 2017, il s'est servi de la défaite. Il s'est servi de la défaite et de la colère des joueurs. Il l'a transformé en positif. Là où en 2015, il s'était raté. Donc on peut dire qu'il a, sur le début de la préhension des finales, notamment de celle de 2015, il n'a pas été très bon. Mais par contre, il a été bien meilleur. Il a retenu les leçons de cet échec-là. Si on vous écoute, il va finir sélectionneur, les gars. Alors que Vern Cotter a raté. Enfin, son équipe à l'époque, quand il était là, il y a eu des finales quand même. 2007. Celle contre le Stade Français 2007. 2009 Perpignan. Enfin bon, il y a quand même. Bon, 2008, il n'y a pas photo parce que Toulouse est au-dessus et les défonce. On parlait des finales de 2015 avec Franck Azema, justement. C'était sa première saison comme entraîneur principal de l'ASM. Est-ce qu'il a surfé sur la vague Cotter cette saison-là? Est-ce que c'est possible? Non, parce que là, le club est pas bien quand même. 2014, il y a mal à la tête. La défaite ici contre Castres. Le club est pas bien. Il n'y avait pas de vague. Non. Tu surfes sur rien du tout. Tu as perdu Dublin 2 ans avant. 2014, tu perds en barrage ici. C'est la première fois depuis 8 ans que tu fais pas les demi-finales. Il n'y avait pas de vague, Non. Là, le club était pas bien quand même. Enfin, quand tu regardes quand même, mine de rien, je pense que la structuration du club et son approche du très haut niveau, c'est quand même Cotter, pas tout seul, parce qu'il y a quand même Jean-Marc Lermet. Tu peux pas dissocier. Je dis pas de bêtises si c'est Jean-Marc Lermet qui est allé chercher Cotter, qui a dit c'est lui qu'il nous faut, qui a accompagné la construction du club. Fontes a beaucoup pesé dans la décision de Cotter de venir. Aussi, mais sur le choix du profil et dans la professionnalisation du club, il a accompagné quand même ça. Je pense quand même que le club a changé de visage et il a survécu. Au départ de Cotter parce que tout était quand même structuré. L'important quand tu es un bon manager, c'est d'organiser ton absence. Quand tu prends la situation de Perpignan, d'après Brunel ou d'après Azema, c'est des clubs qui n'ont pas su s'organiser ou se structurer, qui n'avaient pas la même force.
Est-ce que ça vient de la capacité du club à le faire ou est-ce que ça vient de ce qu'a apporté le manager précédent et de ce qu'il a laissé surtout derrière lui? Perpignan a tiré le maximum avec la dimension économique qu'il y avait à l'époque et c'était inéluctable que ce club souffre économiquement et financièrement. C'est pas un problème de management. Vous avez donné trop d'argent à Carter. Ça a vidé le bas de laine pour Carter. Je pense que le bas de laine ne veut pas être épais déjà à l'époque et il est encore moins non, mais et puis bon, faut pas oublier que quand Cotter est parti, il dit bon, si vous cherchez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la maison, quoi. Azema est là. Donc c'est pour ça, moi je me refuse à les opposer l'un et l'autre. Les deux mérites principaux énormes de Cotter, ça sera et ça restera pour toujours le premier titre de champion de France en 2010. Et la deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, du fait de la façon dont il a marqué le club sur son passage, sur ses 8 ans, c'est aujourd'hui, je pense que l'ASM partira toujours avec que Azema parte ou reste. On restera sur des entraîneurs de haut niveau, je pense, aujourd'hui. Voilà. Ça amène effectivement de la constance et de la régularité, mais au crédit d'Azema, enfin surtout à la décharge de Verne Cotter, il y a quand même eu des ratés sur des joueurs qui ont été formés au club et qui n'ont pas été utilisés, qui ont brillé par ailleurs. On peut penser notamment à Gourdon, on peut penser à Goujon, on peut penser à c'est des joueurs qui ont des réussites. L'éclosion tardive de Fofana finalement, qui a commencé à jouer à 22 ou 23 ans en équipe première, ce qui était comme tard. Il n'y a pas eu de grande réussite durable. Gourdon, Goujon, c'est pas des réussites durables non plus. Oui, mais peut-être parce que, moi je pense quand même malgré tout qu'il y aurait eu plus de prise de risque. Alors aujourd'hui, elle est inhérente au quotagif, qui fait qu'on est obligé, certes, mais aussi peut-être parce que il y a un lien qui est encore plus fort entre l'équipe première et le centre de formation, qui permet dans l'approche psychologique et dans la structuration. Aujourd'hui, tu es au centre de formation, tu sais que tu peux être appelé à jouer en équipe première. Ça, Franck Azema l'a bien. Là, cette stratégie-là, elle n'existait pas il y a 12 ans. Voilà. Surtout mise en place, et encore moins à cette échelle-là. Mais je pense qu'elle n'était pas aussi marquée sous Cotter. Non, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de GIF, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, et puis que l'équipe de France était encore un peu une équipe qui comptait, ce qui n'est plus le cas. Puis il y a eu quand même quelques recrues sous l'ère Cotter qui n'étaient pas des foot de guerre non plus. L'AVA, le célèbre. Davison, un grand pilier aussi. Oui, lui, c'était un autre problème. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'à côté de ça, il a quand même posé les jalons. On peut considérer que c'est plus difficile. Moi, je pense que c'est plus facile d'arriver dans un club structuré et de prendre la suite. Il aura coulé les fondations et monté les murs. Voilà, c'est toujours très important. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. Vous écoutez ici Montferrand. Dans quelques minutes, les tops et les flops. Mais avant cela, on va revenir sur la défaite de l'équipe de France face aux Fidji. On le disait en ouverture d'émission. Défaite historique des Bleus face aux joueurs du Pacifique. Messieurs, on va parler de la performance des Clermontois. À l'image de l'équipe compliquée. Il y a deux mots pour résumer la défaite globale de l'équipe de France. L'eau pèse. Non, j'ai pas dit ça. Puissance et vitesse, quoi. Enfin, battu partout. Voilà. Et les Clermontois n'ont pas plus brillé ni été moins performants que les autres. Bon, la chose qui m'a frappé et qui m'a agacé, c'est le discours de certains joueurs après le match en disant « on s'est vu trop beau ». Non, mais de quel droit ces garçons peuvent-ils se voir trop beaux aujourd'hui? Quand on voit le parcours depuis plusieurs années, c'est incroyable. C'est parce que tu as battu une équipe d'Argentine qui est venue, comme Christophe disait l'autre jour, masquée, avec des piliers en bois. Ce ne sera pas les mêmes au Japon dans un an. De quel droit tu peux dire non, c'est vu trop beau, on pensait qu'on avait remis le bateau à flot. Quand tu entends des choses comme ça, tu te dis, mais tu as envie de dire allô, quoi. Non, mais je faisais une blague sur Camille Lopez. Le problème, c'est qu'il a souffert à un poste où tu es forcément exposé lorsque tu prends la pression physique. Mais malgré tout, on voit que c'est un garçon qui, dans le fonctionnement de l'ASM, dans le cocon de l'ASM, peut briller. Il est vraiment excellent lorsqu'il est avec le maillot clermontois à 90 ou 95% du temps. Mais que dès qu'il faut prendre les responsabilités, les choses en main au plus haut niveau, dans une équipe qui ne va pas forcément bien, qui n'a pas les mêmes structures, les mêmes bases, il n'a pas été. Tu peux enlever le forcément. Il n'a pas bien du tout. Il n'a pas été aidé par son numéro 9. Et qu'on souffre encore aujourd'hui d'un problème culturel dans le rugby français, que le 9 se veut être le patron. Donc, ça dure depuis Fourou, ça fait 35 ans ou 40 ans. Alors, à Clermont, c'est un peu différent. C'est un peu lui qui est quand même le patron du jeu, enfin le 10. Depuis l'arrivée de Cotter, il y a eu un peu quelques changements. Mais Lopez, sur ce match-là, il a souffert du match, mais alors, pas cata, mais pas loin, de serein. Et puis d'un pack qui a reculé, et puis de deux centres, mais pas complémentaires pour un sou, enfin des coffres à ballon, des mecs qui ont... On dit que... Moi je suis pas anti-Bastaro, ni pro d'ailleurs. Bastaro, c'est le seul qui a rivalisé, mais il faut arrêter. Je pense que les trois quarts du pack des Fidjiens courent plus vite que lui. En défense, il se fait aspirer, il a fait des mauvais choix.
Bastareaud, il avance avec le ballon, il est difficile à arrêter. C'est le meilleur gratteur du rugby français, c'est un des meilleurs gratteurs de ballon du rugby comme tu international. disais, Charles, mais il vaut mieux pas qu'il joue à ce poste-là. T'as raison. Peut-être que son avenir, c'est un parcours à la Botière. S'il joue en troisième lignel, je pense qu'il a. Enfin, je veux dire, ses qualités vont être mises en valeur. Il aura peut-être moins de déplacements sur le fond du terrain ou des choses trop complexe à faire et on verra que ses qualités. Et ce match-là a mis en exergue aussi les difficultés un peu dans ce contexte-là, le problème d'Iturien en troisième ligne. Oui, moi je continue de penser, mais je suis à peu près le seul à penser ça, mais que c'est un joueur qui sera toujours plus brillant en deuxième ligne qu'en troisième ligne, parce que le poste de deuxième ligne a évolué dans le rugby moderne, qu'on veut des gens qui soient des grands coureurs, des bons techniciens, des gens qui parcourent du terrain, des troisième lignes qui ont la capacité physique, physiologique à faire ce que fait Ituria, on en aura d'autres. Par contre, des deuxièmes lignes comme Ituria, on n'en a pas. Voilà. Si c'est pour mettre Yoann Maestri, qui n'a pas été performant en équipe de France avant 2015, pendant la Coupe du Monde 2015 et juste après quand on l'a sélectionné. Je rappelle quand même que Toulouse est transfiguré depuis qu'il n'y est plus quand même. Hein. Donc on doit quand même se poser des bonnes questions sur pourquoi Maestri... c'est peut-être un peu un raccourci là, mais bon. Non mais c'est aussi la vérité. Je veux dire, bon, ce garçon... Je ne vois pas comment un garçon qui n'a pas été performant pendant des années d'équipe de France, il a au moins une quarantaine de sélections, subitement va le devenir. Il a 63 sélections. Les défauts de Yoann Maestri sur le déplacement, la couverture de terrain, c'est pas nouveau, hein. sont pas nouveaux. Le poste de deuxième ligne a pas régressé. Les travailleurs de l'ombre, je suis désolé de le dire, mais c'est fini, ça n'existe plus. Maintenant, tu es un travailleur de la lumière, même en deuxième ligne. Tu dois courir, tu dois plaquer, tu dois avancer. Et Ituria, dans ce rôle-là, il est unique en France. Il y a pas... Ou alors peut-être que Félix Lambé, à terme, y arrivera. Mais il n'a pas la maturité physique et la puissance non plus pour l'instant d'Ituria. Mais le mettre en troisième ligne, c'est se priver d'une bonne solution en deuxième ligne. Même Vamina, sur ce match, a été en dessous de son niveau habituel. Oui, tu ne peux pas juger les garçons uniquement sur ce match-là, parce que sinon, tu mets quasiment tout à la poubelle. Oui, donc, bien voilà. sûr. Mais c'est vrai que ça pose question, effectivement. Très bien, on va revenir rapidement également sur le match de l'ASM hier, parce qu'il y a eu une victoire bonifiée, la 5e en 5 matchs à domicile, carton plein pour les Clermontois cette saison au Michelin. C'était pas gagné à la mi-temps, cette affaire. Hein. Il n'y a pas grand monde qui aurait parié beaucoup sur une victoire bonifiée. Non, on l'a dit, on l'a exposé et analysé dans nos colonnes ce matin, enfin dans la montagne. La rentrée de Parra a changé beaucoup de choses et j'ai revu un petit peu le match hier soir en rentrant. C'est symptomatique. Même l'arbitre, il a pu arbitrer de la même façon quand il y a eu Parra qui venait lui causer et tout. On voit l'importance plus que Cassan. On voit l'importance d'un garçon comme Morgan Parra. Je dirais qu'il y a aussi un autre garçon qui a fait la première mi-temps, mais qui a souffert de l'animation du jeu que Parra a solutionné, mais qui a été déterminant dans la performance de l'ASM. Pour moi, c'est Fofana, qui a amené une palette technique intéressante. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour de ce garçon, mais qui, forcé de le constater, a énormément évolué sur sa capacité à faire jouer autour de lui, et qui aujourd'hui a permis de mettre un garçon comme Moala dans la lumière aussi, et a apporté un vrai plus. On parlait de l'équipe de France, voilà 2 joueurs qui peuvent radicalement changer la phase de cette équipe de France sur le plan du leadership, de la façon de voir le jeu. Fofana et Parra et Fofana peuvent... Aujourd'hui, ils ont amené un plus à l'ASM évident sur un match comme ça, qui était pourtant privé. Faut pas oublier et en équipe de France, ça sera pareil. Faut pas oublier qu'ils devaient jouer ces matchs de l'équipe de France, mais qu'ils ont renoncé sur blessure. Parra a amené surtout dans le jeu au pied, dans la gestion, pour soulager ce pauvre team Nanaï Williams, qui a plein de qualités par ailleurs, mais dans le jeu au pied n'est visiblement pas. Effectivement. Mais on sent, il rassure tout le monde. Parra, quand il est sur le terrain, même hier, il revenait de la blessure. Il rassure, et puis bon, voilà. Il y a une aura, il pèse. Ça libérait plus vite, c'était plus fluide dans le jeu, l'occupation, la gestion au pied, bien meilleure. Voilà. Si ce garçon avait bien voulu jouer ouvreur, on n'en serait peut-être pas là en équipe de France. C'est notre débat. Mais ouvreur, il n'aurait pas été le patron, parce qu'en France, le 10, c'est pas... Mais dès qu'il a joué 10 avec l'ASM, il a été le patron. Quelques fois, il a joué 10 avec l'ASM, il a été le patron. Ça a été épisodique et très... Et avec l'équipe de France, il était allé en finale de Coupe du Monde. On fera une émission là-dessus sur ce débat-là. Passons au top et au flop, messieurs. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé ce week-end au niveau du rugby. Valérie, qu'est-ce que tu veux, un top ou un flop? Allez, on va commencer par les tops. Le top, il n'a pas joué énormément, mais j'ai trouvé bien, puisqu'on en parlait tout à l'heure dans le débat sur la gestion d'Azema, notamment des jeunes. J'ai bien aimé le petit Fischer, la façon dont il va se peler ce 4e essai du bonus, chapeau. Il est intelligent, il est puissant, il lève la tête, il vient à hauteur, il perce.
Bon, il n'est pas tombé sur le meilleur défenseur du monde. C'est vrai que Naïket Assi en défense, c'est pas l'assurance tout risque. Mais quand même, ce qu'il va faire et la façon dont il va marquer, moi j'ai trouvé ça très bien. Oui, il a un profil intéressant. Ouais, Bien, ce garçon, on voilà. pourrait voir les tout premiers matchs de Sean O'Brien, l'Irlandais, là, un Sean profil très O'Brien, physique. Stéphane Armitage, ce genre de gabarit. S'il fait la même carrière, ça ira alors. Non, C'est tout oui, mal qu'on mon lui top. cède. Christophe. Eh ben, mon top, c'est un ancien Clermontois, figurez-vous, que pourtant il n'a pas beaucoup brillé à l'ASM, qui a fait un match apparemment exceptionnel, qui s'appelle Gérondeau, à Castres, qui a été le meilleur plaqueur de son équipe, meilleur preneur en balle, qui a été omniprésent. Ah oui, il s'est frisé plus que les moustaches apparemment, et donc c'est bien de souligner de temps en temps quand les anciens Clermontois brillent ailleurs. Notamment ce garçon qui est parti un petit peu. Surtout à Castres, quand même, essentiellement. C'est vrai que même Rado fait des bons matchs, donc bon, voilà. je m'incline. Un garçon qui est parti, pas forcément par la grande porte. Donc voilà, si c'est mon top du week-end. Charles, ton top. Alors mon top du week-end, c'est, je vais rester moi sur France-Fidji, le top et les flops. Mon top, c'est le fait que justement il y a 4 joueurs de cette franchise des Fidjians Drua qui étaient sur la pelouse pour la victoire historique des Fidji face à la France. Pour rappel, c'est une franchise qui a à peine 2 ans. Les joueurs ne sont pas complètement pros, ils gagnent pas une misère, mais pas très loin pour jouer ce championnat australien. Le NRC a été le seul championnat qui a bien voulu les accueillir. Qui a bien voulu les accueillir, alors que c'est un pays qui mériterait d'avoir une franchise de Super Rugby sur le plan purement sportif. Et ils ont gagné ce championnat cette année en 2018. Et là, il y en avait 4 qui ne jouent pas en Europe, pas dans les grands clubs et qui étaient sur le terrain. Pas pour l'instant. Et donc, je trouve ça très très bien parce que c'est peut-être la première pierre qui va permettre au rugby des îles d'avoir un peu de visibilité, de la même manière qu'on devrait avoir une franchise géorgienne au plus haut niveau. Voilà. Bon, donc ça c'est mon top. Les tops, Valérie. Les flops. Les flops. Le flop, il est tout trouvé malheureusement, c'est l'équipe de France. Moi, à titre personnel, ça m'a replongé 7 ou 8 ans en arrière, à Wellington, ce fameux match perdu contre les Tonga en match de poule de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Voilà. Une totale déshérence, des poulets sans tête. Voilà. Non, j'ai trouvé ça assez inquiétant quand même. On est à 1 an de la Coupe du Monde. Alors, et ce matin, en lisant la presse, j'ai vu que Jacques Brunel, ouvrez les guillemets, n'était pas inquiet. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas être inquiet. Tant mieux pour lui. C'est clair. Il y a de quoi être inquiet. Christophe, ton flop. Mon flop, tiens, je vais prendre le relais de Valérie, c'est Toulon. Cette équipe, alors vraiment, va tout droit. Comme tous les podcasts. Ah non, mais c'est vrai, j'ai repris le relais. T'es un peu monoculture quand même. Ah non, pas du tout. C'était Valérie qui avait l'habitude, privilège de taper sur la tête d'aider le supporter aussi dès la première émission. Non, on voit cette équipe, alors vraiment, elle a vraiment un problème psychologique, quoi. Bordeaux n'a pas fait un très grand match, une très bonne première mi-temps. En plus, Bonneval marque un essai d'entrée qui aurait dû assommer les Bordelais. Mais alors après, c'est presque pathétique, quoi. Puis alors les fautes, Tao Fifuna, j'espère que pas un Toulonnais s'interroge pourquoi il a pris un carton rouge, parce que là, les images, on voit bien que c'est les dommages cola zéro, toujours. C'est ça. Ouais, tu l'as déjà fait celle-là, non? Mais je l'aime bien. Ouais, bon. Et donc pour moi, Toulon va faire un parcours à la Clermontoise cette année. Bon, ils vont pas être en danger pour le maintien parce que vraiment. Il y a plus faible derrière. Mais vraiment, pour moi, ils seront pas dans les 6. Là, c'est clair et net. 14 points après 10 journées, c'est bonsoir Clara. Là. Charles, faudrait tout gagner. Moi, mon flop, ça reste toujours sur France-Fidji. C'est sur l'appréciation par le public français, la presse française en général, de la valeur de cette équipe des Fidji. On a l'impression qu'on a perdu contre les îles Papoues. Alors que les Fidjiens, ce sont des joueurs qui sont merveilleux, fantastiques. Tu es dans n'importe quel stade en France de top 14 ou de Pro D2, un Fidjien touche le ballon, tout le monde a les poils hérissés en se disant qu'est-ce qui va se passer. C'est des joueurs merveilleux qui nous font rêver. Certains de ces joueurs, moi je vous mets au défi de me trouver l'équivalent en joueurs français. On prend Yato, on prend Nakarawa, on prend Tuisova. Il en manquait. Qui n'était pas là, pareil, on n'a pas l'équivalent. Il manquait Nadolo, il manquait Nagusa, on a l'impression qu'on a perdu et que l'équipe de France est devenue nulle parce qu'on a perdu contre les Fidji. C'est quand même une super équipe de rugby. Il y a des joueurs de très très haut niveau dans cette équipe. Entraîné par un ancien entraîneur de la SM. Et certes, le rugby français va pas bien parce que tactiquement, on n'a pas été bon dans ce match-là. Mais on ne peut pas comparer ça, je pense, au match nul contre le Japon de l'an dernier, où il y avait moins de qualité en face, clairement moins de qualité en face. Et le rugby français, s'il manque de régularité, attention, l'équipe de France a battu en moins d'un an l'Angleterre et l'Argentine, qu'on va retrouver en poule de la Coupe du Monde. Attention sur la valeur de la défaite contre les Fidji, c'est une super équipe.
Oui, ils ont trouvé des piliers, ils ont une mêlée qui tient la route. Troisième Et ligne. surtout, ils tiennent 80 minutes, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, parce qu'ils s'ouvraient Ils tellement en finissaient mêlée par s'écrouler, qu'ils oui, finissaient au bout par... Oui, au bout de l'heure de jeu, ils disparaissaient. Tu gagnais tes matchs sur C'est par sur les caler, 20 mais dernières là, minutes. non, C'est plus le cas. ils sont vraiment... Oui, je suis d'accord avec toi. Allez, messieurs, nous approchons de la fin de cette émission ici à Montferrand. C'est l'heure du traditionnel quiz. Alors, mea culpa, la semaine dernière, aucun point n'a été attribué. C'est Jean-François qui avait remporté le quiz, mais après arbitrage vidéo, on s'est rendu compte que Fred Vernat avait donné une réponse avant lui. Donc voilà, la semaine dernière, le quiz a été annulé. Donc personne t'a rattrapé, Christophe. Tu domines largement. On rappelle le principe de ce quiz. Vous devez trouver des joueurs ou des entraîneurs actuels ou anciens de l'ASM. On va commencer, c'est un joueur à trouver, né en 1975. Je débarque à l'ASM à l'âge de 19 ans en provenance de Rion. Je rejoins, après mon passage à Clermont, Castres, où je reste une saison avant de prendre la direction de Brive. Et Xavier Sadorni. Non. Je joue troisième ligne. Non, pas Combozou, non. Ma carrière est gâchée Jérôme Bonvoisin. par de nombreuses blessures. Troisième ligne. Troisième ligne. David Gabin. Non. Gabin. David Gabin. Un point pour Charles. Deuxième. On est bien d'accord qu'il a jamais perdu encore. Hein. Ce serait une première. Non, mais voilà, je dis ça, je pose le truc pour mettre un peu de pression. Une fois. Non, mais là, je demande la VAR. D'accord. Deuxième joueur, je suis né en 83 à Aix-en-Provence. Je rejoins l'équipe Espoir de la Rado. SM. Non. Je dispute un match avec l'effectif professionnel. C'était lors de la saison 2004-2005 face à Grenoble. Je lance véritablement ma carrière en Pro D2 Castola. du côté de La Rochelle de 2006 à 2009 avant de rejoindre le Racing puis Agen. Ah, le troisième. Vaquin, c'est ça. Christophe. Mais bon, après, il finit à Agen. Il a pris sa retraite en 2017. Rémi Vaquin. Tout à fait. Entraîneur de Béziers, je crois, aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises. Non. Pas l'entraîneur confond avec c'est Carminani. Pardon. Carminani. Confond avec Carminani. Alors, je suis né en 1962 à Lyon. Je joue Bertrand Rioux. à la mêlée. Bertrand Rioux, effectivement. Victoire de Christophe Buron. Désolé, Charles. Il faudra revenir, Charles, pour essayer de battre Christophe. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques positives ou négatives, mais surtout constructives, comme dirait Martial Delecluse, qu'on salue, sur la page Facebook de l'émission ou sur notre compte. On souhaite bon rétablissement. Oui, effectivement. Ou sur notre compte Twitter. Vous pouvez retrouver cet épisode sur la plateforme Castbox. Merci beaucoup, messieurs, et on vous dit à lundi prochain. Salut. Merci, au revoir. Sayonara.